Wikipédia est sans doute l'une des ressources les plus utiles sur Internet. C'est une encyclopédie gratuite qui propose un article sur à peu près n'importe quel sujet. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à certains des articles les plus troublants de Wikipédia, y compris une expérience de réanimation sanglante, une secte mormone meurtrière et une femme qui a été responsable du trafic de plus de 5000 enfants. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou vous pouvez me laisser un pourboire en cliquant sur « Merci » sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui y penseront. Comme vous l'avez probablement deviné grâce à l'introduction, cette vidéo abordera plusieurs sujets que certaines personnes pourraient trouver sensibles, notamment le meurtre, le trafic et des expériences impliquant des animaux. Le silence des spectateurs est demandé. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et regarder une version non censurée et sans publicité de cette vidéo, qui contient des détails supplémentaires ainsi qu'une entrée entière en plus qui n'était pas adaptée à cette version. Le nom Georgia Tann ne vous est peut-être pas familier, tout comme il ne l'était pas pour moi, mais cette femme est en réalité responsable de la mort de plus de 500 enfants, ainsi que de l'enlèvement et du trafic de plus de 5000 autres. En fait, dans les années 1930, la ville de Memphis, dans le Tennessee, avait le taux de mortalité infantile le plus élevé du pays, et cela était principalement dû aux actions de Georgia. Georgia est née en juillet 1891 à Philadelphie dans le Mississippi et dès le départ, elle semblait vouloir suivre une voie différente de celle qu'on attendait d'elle en tant que femme à cette époque. Elle ne semblait pas intéressée par le mariage ou la maternité. Son père voulait qu'elle devienne pianiste de concert et lui a fait prendre des cours de piano dès l'âge de 5 ans. Bien qu'elle ait continué ses leçons à l'âge adulte et obtenu un diplôme universitaire en musique en 1913, cela ne l'intéressait jamais vraiment, et elle voulait vraiment devenir avocate comme son père. Elle a réussi l'examen du barreau dans le Mississippi, mais son père ne voulait pas qu'elle devienne avocate parce que ce n'était pas considéré comme un métier de femme à l'époque. Acceptant sa défaite, elle a suivi des cours d'assistance sociale et a décidé de devenir assistante sociale car c'était l'une des rares carrières acceptables pour les femmes non mariées. Georgia a finalement commencé à travailler comme directrice de l'accueil à la Société d'accueil des enfants du Mississippi et c'est là qu'elle s'est rapprochée d'Anne Atwood, la fille d'une amie de la famille. Anne avait 8 ans de moins que Georgia et venait de donner naissance à un fils hors mariage qu'elle a appelé Jack. À cette époque, Georgia a adopté une petite fille qu'elle a appelée June, bien qu'elle ne l'ait apparemment pas bien traitée du tout. Bien que June ait reçu beaucoup de cadeaux matériels, elle n'a jamais eu beaucoup d'attention et l'attitude de Georgia envers elle a été décrite comme froide. En 1924, Georgia a été renvoyée de la maison d'enfants en raison de méthodes douteuses pour organiser des adoptions et peu de temps après, elle a déménagé à Memphis avec Anne et Jack. On pense que les deux femmes étaient impliquées dans une relation amoureuse à cette époque. Georgia a rapidement trouvé un emploi comme secrétaire exécutive dans une antenne de la Tennessee Children's Society et il ne lui a pas fallu longtemps pour prendre le contrôle de l'organisation, apparemment grâce à des tactiques agressives. C'est là que ces crimes odieux ont commencé. Georgia pensait que les familles à faible revenu n'étaient pas capables de s'occuper correctement des enfants et qu'ils devraient plutôt être placés chez ce qu'elle appelait des personnes de type supérieur. Alors, elle a utilisé diverses tactiques pour contraindre les parents biologiques, principalement des mères célibataires pauvres, à abandonner leurs enfants et à lui permettre de les proposer à l'adoption. Elle les mettait sous pression, menaçait d'engager des poursuites judiciaires et parfois les convainquait de lui confier temporairement leur bébé sous prétexte qu'il leur serait rendu, alors qu'en réalité, ils étaient pris définitivement, probablement pour ne jamais être revus. Dans beaucoup de ces cas, Georgia mentait et disait aux mères que leur nouveau-né avait besoin de soins médicaux urgents, alors qu'en réalité, ils étaient nés en bonne santé.
Lorsque les mères demandèrent des nouvelles de leurs enfants, Georgia leur disait qu'ils étaient morts, alors qu'en réalité, elle les avait enlevés et placés dans des familles d'accueil ou les avait vendus pour qu'ils soient adoptés. Il y a aussi eu des cas où des mères célibataires déposaient leurs enfants à la crèche et lorsqu'elles revenaient les chercher, on leur disait que les services sociaux avaient pris les enfants en charge. Parfois, des parents laissaient volontairement leurs enfants dans un orphelinat temporairement parce qu'ils étaient malades ou au chômage. Et lorsque leur situation s'améliorait et qu'ils étaient à nouveau capables de s'occuper d'eux, ils revenaient pour se voir dire que les enfants avaient été adoptés ou même que l'orphelinat n'avait aucune trace de leur passage, si bien qu'ils étaient effectivement portés disparus. Les familles de ces enfants disparus tentaient de les retrouver, mais cela s'avérait presque impossible car Georgia détruisait leurs dossiers, créait de faux documents à montrer aux parents adoptifs et ne conservait aucune trace des familles auprès desquelles les enfants avaient été placés. Elle ne s'efforçait guère de s'assurer que les enfants étaient placés dans une bonne famille. Tant qu'elle était payée, elle ne se souciait ni de leur sécurité ni de leur bien-être. Beaucoup des enfants pris en charge par Georgia ont été placés dans des familles abusives, y compris des pédophiles, ou utilisés comme main-d'œuvre enfantine dans des fermes. Et ce genre de parents ne se souciaient évidemment pas de l'origine des enfants. Mais lorsque ceux qui voulaient adopter un enfant pour de vraies raisons remarquaient des détails suspects dans les dossiers de l'enfant, certains posèrent des questions et ils étaient réduits au silence par Georgia et ses complices avec des menaces de poursuites judiciaires. Elle avait des contacts à différents endroits qui l'aidaient à mener tout cela à bien, y compris le maire de Memphis, Ed H. Crump, qui était connu pour accepter des pots de vin de bordel, de salles de jeu et d'autres entreprises illégales, ainsi qu'une juge du tribunal de la famille nommée Camille Kelly, qui soutenait Georgia lorsqu'elle menaçait à tort les parents de poursuites judiciaires. Elle avait aussi des contacts qui lui permettaient de récupérer des bébés nés en prison et dans des établissements psychiatriques, ainsi que ceux nés dans des foyers pour mères célibataires. Et malgré les engagements à laisser les bébés avec leur mère pendant au moins 3 mois pour qu'ils puissent être allaités, elle les emmenait souvent au bout de quelques semaines, prétendant à tort qu'elle y avait été contrainte par une décision de justice. La loi dans le Tennessee interdisait aux agences de vendre des enfants, mais leur permettait de facturer leurs services. Ainsi, la société de Georgia facturait généralement environ 7 $ par adoption, ce qui était une somme raisonnable à l'époque. Cependant, déterminée à tirer un profit important de son activité, elle a commencé à organiser des adoptions privées hors de l'État, principalement en Californie et à New York, pour lesquelles elle facturait entre 750 et 5 000 $ par adoption, ce qui représenterait jusqu'à 80 000 $ en 2024. Certains estiment que Georgia et ses complices ont gagné l'équivalent de jusqu'à 16 millions de dollars en 2024 au cours de leurs années de trafic d'enfants. Avant l'adoption, lorsque les enfants étaient sous la garde de Georgia, elle les aurait maltraités et négligés. Selon l'article Wikipédia, je cite: n'ayant pas de structure d'accueil, la société plaçait les enfants en attente dans des établissements publics et des familles d'accueil. Dans les années 30, Memphis avait le taux de mortalité infantile le plus élevé du pays, principalement à cause du bronzage. En 1943, un riche homme d'affaires a fait don du manoir situé au 1556 avenue Poplar à la société. Les bureaux et les salles d'admission étaient installés au rez-de-chaussée, tandis que les nurseries se trouvaient à l'étage. Le personnel, composé de femmes en uniforme d'infirmières sans blanc, était en majorité non formés et toxicomanes malgré leur apparence. Les enfants étaient fréquemment sédatés et ceux qui étaient difficiles à placer étaient laissés mourir de malnutrition. Tant ignoraient régulièrement les recommandations des médecins concernant les enfants malades, leur refusant des soins ou des médicaments, ce qui entraînait souvent des décès évitables dus à des maladies comme la diarrhée. Alors que l'on sait que certaines de ces victimes sont enterrées au cimetière d'Elmwood à Memphis, Tennessee, d'autres enfants n'ont jamais été retrouvés. Le nombre exact d'enfants décédés reste inconnu, avec des estimations d'environ 500 décès dus à de mauvais traitements. Pendant que les enfants étaient sous sa garde, il y a également eu des signalements de maltraitance physique et d'agression sexuelle par Georgia, ainsi que même de meurtres purs et simples. Toute l'opération a duré plus de 25 ans, jusqu'en septembre 1950, lorsque des rapports selon lesquels l'agence de Georgia vendait des enfants ont conduit au lancement d'une enquête officielle.
La Tennessee Children's Home Society a été fermée peu après. La partie la plus révoltante dans tout cela, c'est que l'enquête a commencé trop tard, car seulement 3 jours auparavant, Georgia était décédée d'un cancer de l'utérus à l'âge de 59 ans, sans jamais avoir eu à répondre de ces crimes abominables. Au moment de sa mort, elle vivait encore avec Anne Atwood. En fait, elle avait même adopté Anne quelques années auparavant, ce qui était une pratique assez courante parmi les couples de même sexe pour s'assurer que leur partenaire hériterait de leurs biens. À la suite de l'enquête, l'État du Tennessee a poursuivi la succession de George pour 500 000 $, l'équivalent d'environ 6,5 millions de dollars aujourd'hui, mais l'affaire a été réglée à l'amiable et environ les 2/3 de sa succession de 82 000 $ ont été abandonnés. En 1979, une loi a été adoptée obligeant l'État à aider les frères et sœurs qui avaient été victimes de Georgia et de la Tennessee Children's Home Society à se retrouver et en 1996, cette loi a été étendue pour inclure tous les parents biologiques encore en vie. Je suppose que c'est la seule lueur d'espoir après tout cela, mais malheureusement, la majorité des parents à qui on avait volé leurs enfants n'ont jamais pu les retrouver et beaucoup sont morts en croyant que leurs enfants étaient décédés, ou du moins sans jamais savoir ce qu'il en était. Une autre partie malheureuse de cette histoire est le fait que les conséquences des actes de Georgia se font encore sentir aujourd'hui dans le système d'adoption. Avant elle, l'adoption était très rare aux États-Unis, et comme elle visait des couples riches et même célèbres pour devenir parents adoptifs, elle a réussi à faire disparaître une grande partie de la stigmatisation autour de l'adoption, au point d'en faire presque une nouvelle tendance. Maintenant, d'une certaine manière, ce n'est pas une mauvaise chose. Beaucoup plus d'enfants placés en foyer ont maintenant une famille grâce à cette stigmatisation réduite, mais je dirais qu'il y avait des moyens bien meilleurs d'y parvenir sans la maltraitance et la mort de tant d'enfants innocents. Il y a aussi quelque chose qui me dérange dans le fait que ces enfants n'ont été adoptés en plus grand nombre qu'après tout cela, parce que Georgia les avait présentés comme des pages blanches, facilement modelables selon les désirs des parents adoptifs. Sans parler de l'idée que seuls les parents riches devraient avoir la chance d'adopter. Même si je pense vraiment que les enfants devraient bénéficier d'une certaine stabilité financière, il est plus important qu'ils aient des parents aimants plutôt que des parents très riches. L'héritage de Georgia continue d'affecter négativement le processus d'adoption de différentes manières. Par exemple, le site newhopeinvestigations.com souligne, je cite, « Très malheureusement pour les personnes adoptées, même encore aujourd'hui, Georgetown a instauré la pratique courante de falsifier les certificats de naissance des adoptés pour y inscrire des informations incorrectes. Elle faisait cela pour couvrir ses propres traces et masquer ses crimes sinistres. Les législateurs étaient bien trop désireux d'approuver cette pratique sous le prétexte de préserver les personnes adoptées de la stigmatisation liée à l'illégitimité. En réalité, beaucoup de ces législateurs ont détourné le regard parce qu'ils avaient eux-mêmes adopté des enfants par l'intermédiaire de Georgia TAN. Encore aujourd'hui, les 50 États délivrent un acte de naissance original aux personnes adoptées, ainsi qu'un acte de naissance modifié qui présente les parents adoptifs comme les parents biologiques. L'acte de naissance original est généralement ensuite scellé à jamais, inaccessible même à la personne adoptée elle-même. À l'heure où j'écris ces lignes, peu d'États permettent aux personnes adoptées d'accéder librement à leur acte de naissance original. Imaginez ne pas connaître votre histoire biologique ou votre composition, votre origine ethnique ou vos antécédents médicaux. Certaines personnes adoptées n'ont aucune connaissance sur elles-mêmes, d'autres n'en ont que des bribes. D'autres encore ont reçu de fausses informations auxquelles elles ont cru pendant des années pour découvrir que les renseignements qu'on leur avait donnés, leur propre identité, étaient complètement inventés. Un article de Wikipédia intitulé « Expérience sur la réanimation des organismes » décrit un documentaire de 1940 portant le même titre qui documente des recherches soviétiques présumées sur la réanimation d'organismes morts. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai regardé la version anglaise de ce documentaire et laissez-moi vous avertir avant que vous ne le cherchiez. C'est absolument horrible, surtout si vous êtes particulièrement sensible à la souffrance animale comme moi.
Il est en fait intégré dans l'article Wikipédia, donc si vous décidez de consulter la page, soyez-en conscient. Quoi qu'il en soit, le grain et le scintillement du film lui donnent une ambiance étrange dès le début. Ça commence avec le professeur John Burdon Sanderson Haldane, un scientifique britannique, qui affirme avoir vu en personne certaines des expériences montrées dans le film. Les images des 2 premières expériences ne sont pas trop dérangeantes et sont en fait assez fascinantes. La première montre un cœur qui a été retiré d'un chien mort et qui bat à nouveau dans des conditions artificielles, exactement comme il le ferait s'il était encore à l'intérieur d'un organisme vivant. La deuxième montre des poumons qui sont gonflés avec de l'air, ce qui ressemble probablement à quelque chose que vous avez vu en cours de biologie à l'école, bien qu'ici du sang veineux désoxygéné soit pompé dans les poumons et qu'il devienne du sang artériel oxygéné. Haldane poursuit ensuite en décrivant une expérience dans laquelle la tête décapitée d'un chien peut être efficacement réanimée à l'aide d'une pompe veineuse et artérielle. Ceci est d'abord illustré par un schéma, mais ensuite des images de l'expérience réelle avec la tête d'un vrai chien sont montrées et vous pouvez voir qu'elle réagit aux stimuli, clignant des yeux lorsqu'on la touche à l'œil et tressaillant lorsqu'on la chatouille avec une plume. La chercheuse applique ensuite de l'acide citrique autour du nez et de la bouche du chien et le chien lèche la zone avec sa langue. Je ne sais pas si le chien est consciemment conscient de ce qui se passe ou si ce ne sont que des réactions réflexes. J'aurais tendance à penser qu'il en est conscient dans une certaine mesure, mais pardonnez-moi de ne pas vouloir approfondir mes recherches pour en avoir le cœur net. Je préfère essayer de me convaincre qu'il ne souffre pas autant qu'il en a l'air. Après avoir réussi à réanimer des organes isolés et une tête entière, les scientifiques ont décidé de tenter de réanimer un organisme entier à l'aide d'un appareil cœur-poumon appelé l'autojecteur. Un chien est à nouveau utilisé dans cette expérience et Haldane a précisé qu'il est sous anesthésie, donc il ne ressent aucune douleur. J'espère vraiment que cela signifie qu'il n'a aucune conscience de ce qui se passe, mais j'en doute. Les chercheurs commencent par drainer le sang du chien, ce qui arrête son cœur et sa respiration, et il est rapidement déclaré mort. Ils installent ensuite l'auto-éjecteur et 10 minutes après la mort du chien, ils mettent l'appareil en marche. La circulation artificielle fait recommencer à battre le cœur et la respiration reprend comme si rien ne s'était passé. Soudain, le chien autrefois mort bouge son visage et recommence à réagir au toucher. L'autojecteur est éteint et déconnecté, et le cœur et les poumons du chien continuent de fonctionner normalement. Bien que le chien soit faible et incapable de beaucoup bouger pendant un certain temps, après la disparition de l'anesthésie, 10 à 12 jours après l'expérience, il est revenu à son état normal, bougeant et mangeant. On ne devinerait jamais qu'il avait été déclaré mort pendant 10 minutes. Haldane a expliqué que les chiens peuvent vivre pendant des années après l'expérience sans effet nocif, grandir, prendre du poids et même avoir des petits. Plusieurs chiens ont été observés pendant des années après avoir subi les expériences et 3 d'entre eux ont été montrés dans la vidéo. Tous semblaient heureux et en bonne santé et l'un d'eux était le petit ressuscité de 2 chiens qui avaient également été réanimés en utilisant la même méthode. En tant que personne intéressée par la biologie, les résultats de ces expériences sont honnêtement fascinants, mais voir les images réelles dans le documentaire était incroyablement troublant et assez difficile à regarder. Les expériences ont été réalisées par Sergei Broukhonenko, qui a présenté la tête du chien réanimé devant le 2e congrès des pathologistes russes à Moscou en 1925. Le documentaire russe original est sorti en 1940 et a ensuite été narré par Haldane pour le public anglophone. On lui a également demandé de commenter 2 autres films documentaires soviétiques, bien que, curieusement, ceux-ci semblent aujourd'hui être des médias perdus et seul le documentaire que j'ai décrit est actuellement disponible en ligne. Lorsque le film a été présenté à un public à Londres, à la fin de 1942, beaucoup ont été stupéfaits par les résultats de l'expérience. Et Bernard Shaw, un critique irlandais, a écrit à propos du film, je cite, «
Je suis même tentée de me faire couper la tête pour pouvoir continuer à dicter des pièces et des livres sans être dérangée par la maladie, sans avoir à m'habiller ou me déshabiller, sans avoir à manger, sans avoir rien d'autre à faire que de produire des chefs-d'œuvre d'art dramatique et de littérature. Tout le monde n'était pas aussi fasciné là-bas. Bien que les expériences décrites dans le documentaire soient généralement considérées comme ayant réellement eu lieu, certains ne sont pas convaincus que les images montrées soient authentiques. Selon l'article Wikipédia, je cite « La légitimité du film est controversée, certains commentateurs suggérant qu'il s'agit d'une reconstitution des véritables expériences qui étaient plus modestes. Selon certains scientifiques qui affirment avoir vu les expériences présentées dans le film, la tête de chien décapité n'aurait survécu que quelques minutes une fois reliée au cœur artificiel, contrairement aux heures revendiquées dans le film. Une autre source de scepticisme concerne les chiens vidés de leur sang puis ramenés à la vie, car après 10 minutes de mort, ils auraient dû subir de graves lésions cérébrales. D'après les archives de l'Institut, les chiens n'ont survécu que quelques jours et non plusieurs années comme le prétendait le film. Il est difficile de dire si les résultats présentés dans le documentaire sont exagérés ou non. Les images sont probablement issues des véritables expériences, mais il s'agit de courts extraits assemblés plutôt que d'une prise continue. Donc, qui sait si le chien censé être réanimé est bien le même que celui qui est mort, ou si les extraits ont été réarrangés pour donner l'impression que le chien avait été réanimé, alors qu'en réalité, les séquences d'avant et d'après ont toutes été filmées avant la mort du chien. Quoi qu'il en soit, les recherches de Sergueï ont été reconnues comme ayant contribué à des avancées majeures dans le domaine du soutien artificiel de la vie et de la transplantation d'organes, et après sa mort, il a reçu le prestigieux prix Lénine. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une dénomination religieuse mormone qui suit 4 textes scripturaires: la Sainte Bible, le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. L'Église a autrefois autorisé la polygamie, mais en 1890, elle a abandonné cette pratique et excommunié certains mormons polygames. L'un d'eux était un homme nommé Alma LeBaron, qui a déménagé au Mexique en 1924 avec ses 2 épouses et ses 8 enfants. Alma a fondé une communauté agricole au Chihuahua et elle a été reprise par son fils, Joël, à sa mort en 1951. Joël a finalement déplacé la communauté à Salt Lake City, dans l'Utah, et l'a renommée l'Église du premier-né de la plénitude des temps. C'est un vrai casse-tête à prononcer. Quoi qu'il en soit, le groupe était composé d'environ 30 familles vivant dans l'Utah et sur la péninsule de Basse-Californie. En 1972, il y a eu une dispute entre Joël et son jeune frère Ervil, qui était son second, et cela a conduit Ervil à fonder sa propre secte à San Diego, qu'il a appelée l'Église du premier-né de l'agneau de Dieu. Le désaccord entre les 2 frères s'est transformé en véritable rivalité et s'est terminé lorsque Ervil a ordonné l'assassinat de Joël au Mexique. Leur plus jeune frère, Velan, a repris l'église de Joël et Ervil a tenté de le faire assassiner à plusieurs reprises au cours de la décennie suivante. Ervil était connu pour avoir épousé au moins 13 femmes différentes et avoir eu plus de 50 enfants, ainsi qu'un certain nombre d'enfants par alliance. Beaucoup de ses épouses étaient maintenant mineures lorsqu'elles l'ont épousé. En 1974, Ervil a été condamné pour le meurtre de Joël, mais la condamnation a été annulée pour une question de procédure, certains soupçonnant qu'il y avait eu un pot de vin, et Ervil était à nouveau un homme libre. Au cours des années suivantes, Ervil a ordonné les meurtres de plusieurs autres personnes, y compris des chefs polygames rivaux comme Bob Simmons en 1975 et Rulon C. Allred en 1977. Il a également ordonné le meurtre de plusieurs membres de sa propre famille, ainsi que des familles de ses partisans qui n'étaient pas eux-mêmes des partisans. On ne pense pas qu'il ait tué qui que ce soit lui-même, préférant faire exécuter ses basses besognes par ses adeptes et même par ses épouses et ses beaux enfants.
Sa 13e épouse, Rena Shinawers, a été jugée et acquittée pour le meurtre de Rulon Allred. Mais elle a ensuite avoué le crime dans un mémoire qu'elle a publié en 1990, dans lequel elle a également impliqué l'une des belles-filles d'Hereville, Ramona Marston. La 10e épouse d'Hereville, Vonda White, a été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie pour le meurtre de Dean West, un partisan d'Hereville qui avait tenté de quitter l'église. Hereville aurait même ordonné le meurtre de sa propre fille, Rebecca, âgée de 17 ans, qui était enceinte de son 2e enfant à l'époque et espérait quitter l'église après avoir accouché. Malheureusement, elle n'est jamais allée aussi loin et on pense qu'elle a été étranglée par le beau-fils d'Hereville, Eddie Marston, et Dwayne Shinawers, le frère de Rena, la 13e épouse d'Hereville. Hereville croyait à l'expiation par le sang, une doctrine de l'histoire du mormonisme que la plupart des groupes ont depuis abandonnée, bien qu'elle soit encore pratiquée par certains groupes dissidents. Elle repose sur la croyance que lorsque Jésus est mort pour nos péchés, cela n'incluait pas les péchés éternels, c'est-à-dire les péchés qui ne seront pas pardonnés par Dieu, comme le blasphème contre le Saint-Esprit. Selon cette croyance mormone, la seule façon d'expier un péché éternel est d'être tué d'une manière qui permette à votre sang de couler sur le sol comme une offrande sacrificielle. Hereville utilisait la doctrine de l'expiation par le sang pour justifier les meurtres qu'il ordonnait, mais personne ne sait vraiment s'il croyait réellement aux enseignements de cette pratique ou s'il s'en servait simplement comme prétexte pour convaincre ses partisans d'éliminer ses rivaux. Le 1er juin 1979, la police au Mexique a arrêté Hereville et il a été extradé vers les États-Unis où il a été condamné pour son implication dans le meurtre de Rulon Allred. Il a été condamné à la prison à vie, bien que ses crimes ne se soient pas arrêtés là. Pendant qu'il était en prison, il a écrit une Bible de 400 pages qu'il a intitulée « Le livre des Nouvelles Alliances » et l'un des commandements était de tuer les membres de l'Église désobéissants. Il a inclus les noms de plusieurs fidèles qu'il affirmait avoir trahi l'Église et qui devaient être punis de mort, ou peut-être rachetés par l'expiation par le sang. À 16h, le 27 juin 1988, 4 personnes différentes ont été tuées séparément dans ce qui est depuis devenu connu sous le nom des meurtres de 4 heures. Dwayne Shinawers, qui aurait suivi les ordres et assassiné la fille de 17 ans d'Hereville, a été abattu avec sa fille de 8 ans alors qu'il faisait des courses après avoir apparemment abandonné l'église. Honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'empathie pour Dwayne lui-même, étant donné qu'il aurait tué une jeune fille enceinte de 17 ans, mais assassiner aussi sa fille innocente de 8 ans est absolument révoltant. Eddie Marston, le beau-fils d'Hereville, qui aurait également été impliqué dans le meurtre de Rebecca, a lui aussi été abattu à l'extérieur. Mark Shinawers, également un parent de l'épouse d'Hereville, Rena, a été abattu à plusieurs reprises dans son bureau. 7 personnes étaient impliquées dans ces meurtres, dont la plupart étaient l'un des membres de la famille d'Hereville, et 5 des suspects ont été condamnés. Il a fallu attendre mai 2010 pour que la dernière suspecte, Jacqueline Le Baron, soit arrêtée par le FBI et elle a passé moins de 5 ans en prison après avoir plaidé coupable de complot visant à entraver les convictions religieuses. Hereville se serait suicidé le 16 août 1981, seulement 1 an après avoir été condamné à la prison à vie. Le nombre total de personnes qu'il a ordonné de faire assassiner n'est pas connu avec certitude. On estime que sa liste de personnes à tuer en prison a entraîné plus de 25 meurtres et cela n'inclut pas tous ceux qu'il a fait tuer avant d'aller en prison. Bien qu'il soit mort il y a plus de 40 ans, il a encore aujourd'hui quelques adeptes et de nombreux membres de sa famille ainsi que d'anciens disciples seraient apparemment cachés, craignant que leur vie soit toujours en danger. La plupart des informations présentées ici proviennent de la page Wikipédia sur Hereville Le Baron, ainsi que de certaines pages liées. Il existe également des articles sur d'autres membres de la famille Le Baron, sur l'église du premier-né, ainsi que sur divers autres sujets pertinents qui sont tous assez intéressants, donc je vous recommande d'y jeter un œil si vous souhaitez en savoir plus. Je voulais également aborder brièvement un autre article intitulé « Massacre des familles Le Baron et Langford ».
Le massacre a eu lieu en novembre 2019 et a impliqué des membres de la communauté mormone de Lemora qui accueillent des résidents de l'église du Premier-Né ainsi que des membres de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et des mormons fondamentalistes indépendants. La communauté de Lamora aurait eu des liens avec Los Salazar, le groupe de cartel qui domine actuellement la région, et le 4 novembre, des membres d'un groupe rival, la Linea, auraient été soupçonnés d'avoir assassiné 9 personnes de la communauté. On pense qu'ils cherchaient à perturber l'infiltration de Los Salazar dans le Chihuahua plutôt qu'à viser réellement les résidents, les victimes, dont la plupart étaient des enfants et certains parents d'Herville le Baron, ont été tués après que des hommes armés ont ouvert le feu sur un convoi de 3 voitures transportant des résidents à un mariage, certains mourant de blessures par balle et d'autres brûlés vifs dans une voiture. Les victimes étaient Maria Miller, âgée de 30 ans, dont le nom de jeune fille était Le Baron, Dorna Ray Langford, âgée de 43 ans, Christina Langford, âgée de 29 ans, Howard Miller, âgé de 12 ans, Travor Langford, âgé de 11 ans, Rogan Langford, âgé de 2 ans, et les jumeaux Titus et Tiana Miller, âgés de 8 mois. 6 autres personnes, dont 5 enfants, ont été blessées mais ont survécu à l'attaque. Plusieurs suspects ont été arrêtés en lien avec le massacre, mais il ne semble pas que quelqu'un ait réellement été condamné. Julien Le Baron, dont le frère Benjamin a également été tué par des hommes de main du cartel en 2009, a déclaré au New York Times que la police de la région travaille avec les criminels et participe au meurtre de femmes et d'enfants, suggérant ainsi que les responsables ne seraient probablement pas inquiétés. Le dernier article que nous allons aborder s'intitule « Accident de bus de Hendek en 1965 ». La page est courte, je vais la lire, puis discuter de détails supplémentaires d'autres sources par la suite. Tôt le matin du 11 août 1965, vers 3h15, l'autocar de passagers Cinémalo-Jivan, exploité par Jivan Tourisme et conduit par Özdemir Suer, circulait sur l'autoroute Disen d'Istanbul à Ankara. Près du village de Kagalohan Baba, le bus est entré en collision avec un camion transportant de l'acide nitrique qui était arrêté sur le bord de la route en raison d'une panne d'arbre de transmission. Le camion était conduit par Mustapha Filik. À la suite de l'accident, l'acide nitrique contenu dans la citerne du camion s'est répandu sur le sol et dans une flaque d'eau au bord de la route. Les vapeurs intenses créées par la réaction de l'acide nitrique avec l'eau ont provoqué la panique chez certains passagers qui dormaient à l'intérieur du bus. Ils ont cru que le bus était en feu et ont tenté d'évacuer dans un état de détresse. Cependant, lorsqu'ils ont quitté le bus, leurs pieds sont entrés en contact avec l'acide nitrique répandu sur le sol, ce qui leur a causé des brûlures. En essayant de soulager la douleur, ils sont entrés dans un mélange d'eau et d'acide nitrique, ce qui a entraîné la mort de 18 d'entre eux sur place. 7 passagers, dont le chauffeur du camion, Mustapha Falik, ont été grièvement blessés et sont décédés plus tard à l'hôpital d'État d'Adapazarı. Parmi les victimes, 17 personnes ont été blessées, dont des citoyens des États-Unis et du Liban, ainsi que le chauffeur du bus, Özdemir Suer. L'incident a d'abord été pris en charge par les habitants du village de Kagalohan Baba et par des soldats du 476e bataillon de transport léger stationné à Hendek. Après l'accident, les corps des 18 passagers qui sont entrés en contact avec l'acide nitrique ont été brûlés dans une fosse creusée par les villageois à 10 mètres du lieu de l'accident. La cérémonie funéraire et les prières ont été menées par l'imam du village à l'emplacement de la fosse. Les proches des victimes ont érigé un tombeau commémoratif nommé « Cimetière mémorial des martyrs de la route » à l'endroit de la fosse où les corps ont été déposés. Bien sûr, cet accident tel que décrit par Wikipédia est absolument tragique, mais certaines des sources qu'il cite contiennent des détails bien plus horrifiants.
Selon taraber.com, qui possède des photos des archives originales des journaux ainsi que quelques autres sources que j'ai trouvées, de la fumée s'échappait de la flaque de produits chimiques au sol à l'extérieur et s'infiltrait dans le bus, si épaisse que les passagers ne pouvaient pas se voir les uns les autres. C'est pourquoi ils ont cru que le bus était en feu. Lorsqu'ils ont sauté hors du bus, ils se sont retrouvés debout dans l'acide qui a immédiatement commencé à leur brûler les pieds, et lorsqu'ils ont aperçu une flaque d'eau, ils s'y sont précipités en espérant que cela rincerait l'acide et soulagerait leur douleur, mais ce n'était pas seulement de l'eau, il y avait aussi de l'acide mélangé dedans. Citation. 23 passagers ont commencé à fondre un par un dans cette fosse qu'ils pensaient être de l'eau. Beaucoup avaient des brûlures parsemées sur tout le corps et de plus en plus de peau était rongée par l'acide plus ils restaient en contact avec elle. Apparemment, l'odeur des brûlures pouvait être sentie à 2 km à la ronde et même les os des passagers commençaient à se dissoudre. À la fin de cette épreuve, il ne restait plus grand-chose des corps. Le chauffeur du camion, Mustapha, a souffert de brûlures atroces pendant 6 heures avant de finalement mourir. Beaucoup de ceux qui ont réussi à survivre ont gardé de graves cicatrices et certains ont même perdu leurs yeux. Un patient a déclaré à l'hôpital qu'il ne supportait pas la douleur, que c'était tellement insupportable qu'il voulait que les ambulanciers le tuent. Ça doit être l'une des pires façons de mourir. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point ça doit être douloureux de voir sa chair et ses os se dissoudre. J'imagine que les vapeurs de l'acide pénétreraient dans leurs poumons et commenceraient aussi à les brûler de l'intérieur. Malheureusement, cet accident et les victimes qui y ont perdu la vie semblent avoir été en grande partie oubliés. Au-delà de la page Wikipédia et de quelques autres articles, il y a à peine d'informations à ce sujet en ligne. Espérons qu'un accident aussi terrible ne se reproduise jamais. Je serais intéressé par vos avis, théories et suggestions pour une prochaine vidéo dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un grand merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms apparaissent à l'écran. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.